malgré tout, et c'est ce que je raconte dans #MeToo, c'est que il suffit d'aller à l'Assemblée nationale pour voir du sexisme. Dans les écoles de commerce. Dans les écoles de commerce, exactement. Et je veux dire, le sexisme, il est ancré dans la société. Il appartient pas au rap. Le révisionnisme, il n'a jamais été aussi fort. Moi, je le vois sur les réseaux sociaux qu'on m'explique que Mussolini était de gauche, que Hitler était de gauche. Genre, mais vraiment, mais réveillez-vous, franchement. Genre, faut vraiment se réveiller. Moi, je suis choqué par tout ça. Genre, allez juste au collège. Le rap a un peu perdu de son message, a perdu de son essence originelle. Clairement, le rap est devenu est devenu capitaliste. Et en fait, j'ai l'impression qu'il a juste bougé sur l'échiquier politique et qu'il est passé un peu plus à droite là où avant il était peut-être plus à gauche. Afro me chercher, parfois je m'égare, je suis sur le droit chemin, encaisse bêta. Je rêve qu'on assiège l'état, qu'on prend le gâteau, qu'on se lèche les doigts. L'avenir devant, l'accès je l'ai pas. Porte fermée, je passe par les toits. Faudra pas venir pour le trophée si t'es pas là quand ça se péta. 10 minutes pour sauver le monde. Salut tout le monde, moi c'est Romain Salas au micro de 10 minutes pour sauver le monde, le podcast filmé de ce goût qui ne dure pas vraiment 10 minutes et qui, à défaut de sauver le monde, sauvera peut-être votre journée. Aujourd'hui, c'est un rappeur New Gen qu'on reçoit, apparemment c'est comme ça que disent les jeunes. Il a la plume embrasée, le souffle long, les zygomatiques musclés. Oui, il va à la salle, mais pas celle des vélos elliptiques si vous voyez ce que je veux dire, plutôt celle des tables de mixage et des murs insonorisés. Salut Charlie. Eh bah salut, écoute. Charlie Bouhan, c'est ton patronyme, c'est ton nom, ton prénom, mais ton blaze de rappeur, lui, c'est Vince, V-I-N''S, et c'est tiré du personnage joué par Vincent Cassel dans le film La Haine. C'est tout un symbole de tirer son nom, ton nom d'artiste d'un film de 95, évoquant du rap conscient, contestataire, à la MC Solar, IAM, NTM. Reprendre ce nom, Vince, c'était une façon de t'inscrire dans cette lignée ? Ouais, écoute, c'était surtout ça qui m'inspirait en réalité avec mon jeune âge, chercher un blaze, tu vois, et je me suis dit, qu'est-ce qui peut coller ? J'ai été beaucoup marqué par ce film, et il se trouve que j'ai été aussi marqué par le personnage de Vince, et voilà, il y avait quelque chose qui a fait que j'ai pris ce blaze. Un beau blaze en tout cas pour un sacré rappeur, on va le découvrir, un rappeur qui est également magicien, mentaliste, sachez-le, je l'ai appris juste avant l'émission, ça c'était pour la petite anecdote. Vince, on a une demi-heure pour rendre le monde un peu moins pire, c'est parti. 10 minutes pour sauver le monde. Je vois l'état de mon pays, ça va pas mieux en vieillissant. On rêve démocratie, au réveil on finissant. Si tu contestes leur système, ils te diront que t'es médisant. Ils enverront la police pour gazer les plus réticents. Y'a comme des taches de sang sur la fleur de lys. Dans tout ce qu'ils nous proposent, je vois qu'un avenir avilissant. Divisé pour mieux régner, on a bien compris la devise. Un peuple qui a peur devient un peuple obéissant. Sécurité globale. Liberté, single sorti en 2021 après Égalité et Fraternité. Une réinterprétation de la devise républicaine en trilogie sonore percutante. Tu parles gilet jaune, islamophobie, violence policière. Perso, c'est là que je t'ai découvert, via un pote, une sorte de bouche à oreille. Ce qui m'a frappé, c'est cette alchimie entre un texte très mordant, très cogneur, un rythme aussi très vif, très enveloppé. Comment tu trouves cet équilibre entre le flow et les messages que tu veux faire passer ? Écoute, c'est une prise de tête en réalité parce que c'est un peu justement un bon dosage entre le fond et la forme, j'ai envie de dire, et comment on peut arriver à faire passer un message et le dénaturer le moins possible, parce que plus on va finalement vouloir rajouter de la forme, parfois plus on va dénaturer le fond. Et d'ailleurs c'est ce qu'on voit quand des gens par exemple font des top lines, donc des personnes qui d'abord créent un motif, créent un motif rythmique et mélodique et qui ensuite écrivent par-dessus. Ça met énormément de contraintes en fait au texte, et du coup forcément ça limite un peu le champ des possibles sur l'écriture, ce qui est très intéressant parce que ça permet d'avoir une forme qui est très belle, mais à l'inverse on perd un peu de message. Donc moi c'est vrai que quand je fais un morceau comme ça particulièrement, j'essaye vraiment de faire parfois abstraction, même des fois du flow, et de retrouver un flow derrière et d'essayer de faire sonner le plus possible des phrases qui à la base ont peut-être pas été écrites tu vois sur l'instru, etc. Donc j'essaie de trouver un bon dosage. Des fois sur une phrase on est plus sur le flow, des fois plus sur le fond, et le tout devient harmonieux. En tout cas, j'essaye. Dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, probablement. Ouais, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans ton docu Arrêtez le rap, qui est sorti l'année dernière. Il y a un moment justement où tu rejoins une major, et il y a cette façon de produire de la musique qui est plus celle que tu as connue, toi, en tant que rappeur indépendant. Et justement, dans ce docu, on voit aussi que tu veux pas juste être un rappeur à texte, que tu veux aussi que les gens kiffent tes sons. Bien sûr, évidemment, parce que même si je fais du rap à texte entre guillemets, même si je pars du principe que le rap forcément est à texte puisqu'il y a des textes, a priori faut pas d'électro, mais
en fait, j'ai envie que les gens ils puissent danser sur ma musique, qu'ils puissent s'ambiancer, mais aussi réfléchir. Et parce que je fais pas que du rap à texte, entre guillemets, en tout cas du rap qui est engagé et qui a pour but de divulguer un message. Des fois, je veux juste transmettre des émotions. Et d'ailleurs, c'est la base de ma musique, c'est de transmettre des émotions. Après, si l'émotion doit être de l'injustice ou des choses de ce type, je le fais. Mais des fois, j'ai envie de transmettre autre chose. Et forcément, j'ai pas envie d'être mis dans une seule et unique case. Ouais, on va y venir justement à cette étiquette, celle de rap conscient ou de rap contestataire. Avant ça, je voulais qu'on revienne un petit peu sur cette fameuse trilogie. On a commencé à écouter Liberté tout à l'heure. Liberté, Égalité, Fraternité. C'est 3 morceaux que tu as publiés, diffusés en 2019, 2020, 2021. Tu parles beaucoup de politique, d'injustice, de démocratie. Est-ce que c'est une période où toi-même tu es allé en manif à ces dates-là, à ces années-là? Est-ce que tu es allé faire des manifs pour les Gilets jaunes, les réformes des retraites, les marches contre l'islamophobie? Écoute, ça m'est arrivé d'y aller. Je suis pas le meilleur manifestant qui soit, mais ça m'arrive d'y aller. Je vais pas à toutes. J'ai d'autres manières, on va dire, dans ma vie de m'engager, mais évidemment que ça m'est arrivé d'y aller parce que c'est nécessaire. Et d'ailleurs, force à tous ceux qui le font, parce que même si on n'a parfois pas la sensation que ça fait bouger des choses, en réalité, ça fait quand même réfléchir là-haut. Et la preuve en est, c'est que les Gilets jaunes, ça a quand même foutu un sacré bordel. Et donc voilà, faut continuer de Et tu dirais que ça nourrit tes textes? Ça nourrit tes textes de te rendre dans ce genre de manifestation? Ouais, ça nourrit mes textes. Après, je pense que ce qui nourrit mes textes, c'est plein de choses. En fait, ça peut être des discussions avec des gens qui partagent pas mon point de vue. Ça peut d'ailleurs le nourrir en bien, ça peut m'apporter des choses comme des fois me provoquer une sensation un peu de colère et voilà, et nourrir un peu une forme de besoin d'écrire. C'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit à la télé, les journaux, le traitement médiatique, parce que il y a évidemment les réseaux sociaux, mais aussi il y a le traitement médiatique qui peut être fait sur des choses qui me provoquent un peu justement ce décalage entre la réalité et ce qui est raconté aux gens. Et ça, c'est beaucoup. De toute façon, dès qu'il y a de l'injustice, ça me provoque quelque chose. Et c'est plus ça en fait. Il y a les manifestations, mais il y a aussi toutes les dérives qu'il peut y avoir pendant les manifestations qui me choquent. Donc voilà, c'est de ce dont je parle d'ailleurs dans Liberté. Ouais. Ouais, on va y revenir un petit peu plus tard. Ce qui est aussi assez hors norme chez toi, c'est que tu rappes sur des causes pour lesquelles peu de rappeurs rappent. Par exemple, le féminisme. Tu me crois pas, viens voir les chiffres. La vérité secoue. Y a plus de femmes qui tombent sous les coups que de maris qui tombent sous écrou. Son homme l'a mis au pied du mur. Cette nuit c'est pas ce dont elle rêvait. Car le viol c'est pas que dans la rue. Même en couple ça peut t'arriver. J'endors debout. Même l'amour est tarifé. Frérot dis-moi ce qui est arrivé. MeToo, morceau sorti fin 2017. Ça remonte déjà 6-7 ans. Mes calculs sont mauvais. J'ai pas fait 8 ans même. Tu vois, j'ai pas fait ça à l'école. Ça a été diffusé d'ailleurs le jour de ton anniversaire sur ton album 23h59. Le son a buzzé sur internet. Tu as fait plein de médias. Tu es même passé sur la télé japonaise. C'est dire. Tout à Quelle fait. classe. Faites cocher sur le CV. Est-ce que la viralité de ce morceau dit quelque chose d'une relative absence du phénomène MeToo dans le rap français? Le fait qu'il y ait tant de médias qui t'aient contacté, que tu sois devenu l'une des figures de proue de ce sujet dans le rap. Est-ce que ça dit quelque chose du rap français à ton sens? Comment tu l'as vécu? Ouais, je pense que ça raconte plein de choses. Faut savoir qu'au moment où j'écrivais ce texte, y a Chilla qui a fait un morceau également. Et en fait, qui parle exactement des mêmes choses, etc. Et en fait, à peu près ton âge. Oui, exactement. Ta génération. De ma génération. Et donc, je sais pas si alors je sais qu'elle a eu un écho médiatique, bien évidemment, mais peut-être que les gens se sont encore plus intéressés à #MeToo parce que tristement, je suis un rappeur. Un homme qui prend position là-dessus et que forcément ça suscite encore plus d'intérêt parce que on n'entend peut-être pas forcément, mais il faut savoir que quand même j'ai été inspiré par des artistes qui m'ont aussi donné envie d'écrire sur ce genre de sujet, que ce soit Medine, que ce soit Furax, Furax Barbarossa exactement. Barbarossa. Moi il y a un morceau qui m'a marqué qui s'appelle Poisson mort avec Scylla. C'est un morceau incroyable qui déconstruit les stéréotypes qu'il peut y avoir sur les hommes et les femmes, et ce morceau existe bien avant MeToo et c'est un morceau qui m'a évidemment inspiré. Donc y a plein de morceaux. Témoin muet à l'époque de l'Algérino que j'écoutais dans les années 2000, c'est un morceau bien avant qu'il fasse Sur la tête de ma mère ou des trucs très différents. Il avait fait un morceau qui s'appelait Témoin muet que j'invite les gens à écouter. Et donc bref, tout ça pour dire que
c'est aussi ça qui m'inspire et c'est les valeurs que j'ai eu envie de transmettre parce que c'est un sujet qui m'a toujours touché et dont j'ai pu parler par le passé et voilà, c'était nécessaire. Ouais, il sait qu'il y a d'autres rappeuses et rappeurs qui ont adressé ce sujet, des violences faites aux femmes, des violences de genre bien avant ce morceau. Cela dit, c'est vrai que le rap, en tout cas pendant un temps, n'a pas été considéré comme peut-être le genre musical qui était le plus concerné par le sujet. Cela dit, peut-être que la musique en général c'est fait assez peu détourné. En fait, c'est ça que j'allais dire, c'est que effectivement moi ça intéresse les médias parce que je suis le rappeur qui prend position, mais déjà comme je l'ai expliqué juste avant, je suis pas le seul et ensuite en fait on n'est pas les seuls concernés. Alors peut-être qu'effectivement il y a étant un miroir d'une société, le rap aussi et avec certains codes qui poussent, et c'est réel, qui poussent parfois à une forme de sexisme et d'objectisation des femmes. Malgré tout, et c'est ce que je raconte dans #MeToo, c'est que il suffit d'aller à l'Assemblée nationale pour voir du sexisme dans les écoles de commerce. Dans les écoles de commerce, exactement. Et je veux dire, le sexisme, il est ancré dans la société, il appartient pas au rap et taper sur le rap en disant le rap est sexiste, c'est quand même assez hypocrite et très essentialisant et comment ce son, t'as eu le sentiment que ce son a résonné d'une façon particulière dans le milieu artistique du rap, peut-être même hors du rap, parce que t'as le sentiment que ça a fait évoluer un petit peu les choses à ton humble niveau ou c'était peut-être quelque chose qui était même pas nécessaire? Moi en tout cas j'ai pas la prétention de dire que ça a fait bouger les choses ou que ça a influencé des gens. Si c'est le cas, peut-être qu'un jour ils me le diront et qu'ils me diront ton morceau m'a influencé, mais par contre je sais que des gens qui m'écoutent ont pu me dire que ça les avait fait réfléchir, que ça avait eu une résonance, même des jeunes qui avaient peut-être 14-15 ans et qui m'ont dit que ça les avait fait réfléchir. Et je pense à une époque, dans une époque où par exemple on voit le masculinisme prendre de plus en plus de place et qu'il y a un vrai fossé qui se crée en fait et qui se questionne en fait, qu'il faut vraiment je pense se poser les bonnes questions. Je suis content d'avoir fait ce morceau parce que si ça a pu sauver ne serait-ce qu'une personne du masculinisme et de toute cette mouvance, tant mieux. Et oui voilà, je pense mais c'est qu'il y a cette petite forme d'enseignement, justement on l'entend dans l'extrait, le viol également au couple ça peut arriver, tu le formules un peu différemment, mais on a la substance, c'est des choses donc, que certaines personnes ignorent et c'est que c'est une forme d'enseignement à part entière. Dans le milieu féministe, on parle souvent des mecs cisgenres blancs, c'est-à-dire en fait moi, toi, moi, nous, qui prennent parfois la place des femmes tout en se revendiquant féministes. Comment tu te positionnes toi là-dessus? Comment tu prends ta place tout en essayant de la donner à celles qui ne l'ont jamais eu? Est-ce que tu t'es formé sur ces sujets-là avant d'écrire MeToo? En fait, alors formé, je sais pas si c'est informé. En tout cas, je me suis informé exactement. J'ai essayé de poser des questions, notamment à une écrivaine philosophe qui s'appelle Benjamin Veil et qui j'ai beaucoup parlé de ce sujet parce que d'ailleurs qui est dans le morceau. En fait, on entend une première personne parler, c'est des infos, et après on entend une seconde personne parler, donc c'est Benjamin que je salue et qui effectivement, je lui ai posé beaucoup de questions. Je me suis moi-même énormément renseigné. J'ai lu des choses, j'ai regardé des conférences, etc. parce que j'avais pas envie de faire certaines erreurs. Par exemple, quand je parle de la place des femmes dans le football et je fais une phrase là-dessus, c'est parce que en fait, je suis aussi tombé sur l'histoire du football féminin et sur en fait à quel point c'était compliqué, comment les femmes se sont battues, ne serait-ce que pour être payées et être considérées comme des footballeuses professionnelles. Du coup, en fait, c'est des choses, il fallait que je le mette. En fait, il fallait que je mette cette info. Ou à la fin, quand j'explique que je peux pas les considérer comme victimes, c'était justement pour pas tomber dans un stéréotype victimisant, etc. Donc j'ai essayé le plus possible de pas tomber dans des erreurs et des maladresses. J'espère avoir réussi, mais ce qui est sûr, c'est que oui, il fallait que je m'informe et je voulais pas du tout prendre la place de qui que ce soit. C'était vraiment au contraire une humble façon de soutenir et juste de dire vous n'êtes pas seul, et évidemment que c'est un sujet qui nous concerne tous puisqu'on fait tous partie de cette société et que ce n'est pas un sujet qui concerne que les femmes en fait. Un autre de tes morceaux qui m'a beaucoup marqué, c'est 7 juillet, c'est sorti à l'été 2024, c'est beaucoup plus récent, un titre en clin d'œil au deuxième tour des élections législatives déclenché par la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. Ici ça ressemble aux années 30, je peux pas rester trop statique, amnésique face à l'histoire, certains sont même nostalgiques, ils déforment les récits, mais le racisme est persistant. Dans pas longtemps, ils nous diront que Pétain était résistant. Les fachos ont exterminé mes ancêtres, le danger je sais d'où il vient car plus gamin, je me renseigne, j'ai pris allemand LV1 car j'avais peur qu'ils reviennent. Je sais peut-être pas tout sur tout, mais je sais reconnaître les extrêmes. Un concentré de conscience, de rage, de bastos contre l'extrême droite aussi.
C'est intéressant parce que tu as grandi dans le sud-est de la France, un des bastions de l'extrême droite. Ouais. Et puis également, ce qu'on apprend dans ce morceau, tu le dis, quand tu dis que tu as fait allemand LV1, une partie de ta famille a été touchée par la déportation pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. C'est parce que tu as vu à l'œuvre quelque part cette bête immonde, comme on dit, que tout ça te soulève autant. Bien évidemment, moi j'ai grandi dans la peur de l'extrême droite. Je me souviens encore de Chirac contre Le Pen et ma mère qui était mais il va passer. Genre, c'était non mais en fait j'ai grandi avec et j'ai eu la chance de connaître mon grand-père qui a été déporté et qui malheureusement a perdu une bonne partie de sa famille et du coup de la mienne voilà, dans les camps et les chambres à gaz et qui était résistant et son histoire m'a profondément marqué. Je me suis toujours posé des questions du type qu'est-ce qui se serait passé si j'avais été à sa place, est-ce que j'aurais eu son courage, qu'est-ce que j'aurais fait, etc. Et en tout cas je me les suis posé assez tôt. Ça m'a fait beaucoup, c'est bête mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup angoissé. Le rapport à la mort, c'est des choses que je me suis très tôt, ça m'a très tôt questionné. Des questions existentielles. Ouais, des questions existentielles et peut-être que je me les suis posées du coup plus tôt que prévu. Mais en tout cas j'ai été le spectre du fascisme, de l'extrême droite, de l'antisémitisme, du racisme et en fait tout simplement de la violence envers un groupe d'humains pour une raison qui est a priori anecdotique, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Ouais. Et dans 7 juillet, comme dans d'autres textes auparavant, tu fournis aussi un vrai effort de documentation, de recherche, un peu comme pour MeToo. Tes textes ils sont riches d'infos, en effet, la démarche elle n'est pas si éloignée de celle d'un journaliste, en tout cas moi, c'est ce que j'ai ressenti, parfois même d'un historien, parce que tu recontextualises, tu informes, ça c'est quelque chose de volontaire, c'est une volonté de ta part, donc de transmettre un message et pas simplement l'émotion dont on parlait tout à l'heure. On revient à cet équilibre. Exactement, parce que là on est dans un message et que l'émotion ne suffit pas et surtout que je pense qu'il y a toujours un peu ce dilemme entre la raison et l'émotion et dans ce sujet-là justement il y a beaucoup d'émotions. Évidemment que dans mon morceau il y a de l'émotion mais je crois que c'est la raison aussi qui nous aide, c'est des vrais arguments, du factuel dans un moment où en fait le révisionnisme il n'a jamais été aussi fort. Moi je vois sur les réseaux sociaux qu'on m'explique que Mussolini était de gauche, que Hitler était de gauche, genre mais réveillez-vous franchement, genre faut vraiment se réveiller. Moi je suis choqué par tout ça, genre allez juste au collège, franchement. Donc tout ça pour dire que bien sûr que c'est nécessaire et en fait je l'écris en me disant quelqu'un qui vote pour le RN, je veux que ça le titille. Parce qu'en fait, ça sert à rien de le traiter de facho. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis, tous ceux qui votent RN ne sont pas forcément fachos, mais tous les fachos votent RN. Et en fait, le but, c'est pas qu'ils se sentent... stigmatisés. Je veux pas qu'ils se sentent... Ouais, voilà, ça. Je veux pas qu'ils soient stigmatisés par mon morceau et qu'ils se disent... et que ça... Comment dire, que ça rompt encore plus la communication, parce qu'en fait il faut parler avec eux, il faut essayer de les ramener à la raison, parce que la plupart des gens qui votent pour le RN et qui tombent dans le travers de l'extrême droite, pour moi c'est comme du sectarisme, c'est tomber dans des faux discours, être séduit par des discours. Et je pense honnêtement qu'à l'époque du nazisme, il y en avait plein qui étaient comme ça en fait, qui n'étaient pas vraiment conscients de ce qui se passait. Ils se disaient les juifs, j'ai dénoncé mon voisin, mais bon, il va aller dans un camp de redressement. Enfin, je pense qu'il y avait vraiment un truc, une désinformation, et aujourd'hui, l'extrême droite pour moi fait ça. Je suis pas en train de dire que l'extrême droite c'est des nazis. Je dis juste que ils sont quand même les descendants d'un courant politique qui est questionnable et qu'il faut quand même le rappeler, surtout dans une époque où il a jamais été autant plébiscité par les médias et autres. La banalité du mal quelque part. Bien sûr. Tu rappelles que sans immigration, je cite, on n'aurait pas 2 étoiles sur notre maillot, que si on n'avait pas niqué l'Afrique, ils n'auraient pas besoin de venir. Sans oublier cette phrase que j'adore, si Jordan passe, j'ai peur pour mes LGBT, Pride et Troisième Reich, ça va pas faire très bon ménage. Quand je t'entends, j'ai l'impression d'écouter, alors je tire un peu le trait, mais presque une sorte de rappeur un peu intersectionnel, tu vois, qui est sensible à une pluralité de sujets, tu sais, qu'on rassemble sous ce terme un peu wokisme, c'est l'éveil aux discriminations. Il y a MeToo, il y a les enjeux LGBT, il y a évidemment la question du racisme et de la colonisation qui sont plus habituels au rap. Bien sûr. Est-ce que c'est une étiquette qui te conviendrait, ça, rappeur intersectionnel ?
Écoute, j'ai pas assez étudié le mot intersectionnel pour savoir s'il me correspond, mais... Rappeur wokisé. Ouais, pourquoi pas, hein. Écoute, moi, si j'ai pas de mal à porter ce mot-là, même, quand bien même je trouve qu'il a été un peu galvaudé par certains politiques et médias. Inévitablement, ouais. Pascal Pro, mais du coup, bref, ça pour dire que... ouais, exactement. Non, mais en vrai, oui, c'est important pour moi de rassembler, en fait, même si, justement, le but, c'est de rassembler et de dire, en fait, on est des êtres humains, quoi. Je veux dire, c'est important. On arrive au milieu de l'émission, Vince, et c'est l'heure de notre petit jeu dilemme. Tu préfères ? Tu préfères ou tu préfères ? Est-ce que tu as déjà joué à Tu préfères, Vince ? Tout à fait, j'ai déjà joué à ça. Ouais. Plus d'une fois peut-être. Oui. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc un dilemme où il faut faire son choix entre deux réponses. Par exemple, pour se roder, est-ce que tu préfères perdre tous tes souvenirs à partir d'aujourd'hui ou ne plus jamais pouvoir en créer de nouveaux à partir de demain ? Ok, elle est horrible. Elle est horrible. Elle est technique. Abominable. Trouvé sur ChatGPT parce que j'avais pas d'inspi en plus. Bah moi je pense que je préfère oublier tous mes souvenirs parce que vivre constamment dans le passé, je pense que c'est une prison. Alors que je préfère tout perdre, mais pouvoir repartir sur des bases et tant pis pour le passé, mais au moins je peux créer un futur plutôt que d'être prisonnier de quelque chose qui est mort. C'est triste. Belle réponse de philosophe. Franchement, je suis impressionné. Ce que je te propose donc, c'est un tu préfères spécial actu. Le but, c'est de choisir l'actualité que tu préfères parmi celles que je te propose. On y va. Tu préfères qu'il n'y ait plus de chasse à la baleine dans le monde ou que les polluants éternels, les fameux PFAS, comme on dit, soient interdits dans tous les jouets en Europe ? Baleine et bébé humain. Waouh. Ah, c'est technique. Ouais. Ah, c'est technique. Je vais me faire emmerder, quoi qu'il arrive. Et en fait, c'est ça. C'est que t'es un peu pieds et poings liés. C'est le choix de Sophie. Bah, je dirais que peut-être que dans l'immédiat, je vais choisir les PFAS parce que c'est quelque chose qui va... Et encore, c'est des sujets que peut-être je connais pas assez. Mais en tout cas, là, sur le papier, je dirais plus ça parce que, je pense aux bébés, je pense aux humains, etc. Je suis pas une baleine, même si je souhaite que les baleines puissent vivre en paix. Hein, mais ouais, je vais choisir les PFAS. Oui, ça s'entend. En fait, les deux sont réellement en cours. En 2025, il n'y aura pas de chasse à la baleine, en Islande plus précisément, pour la deuxième année consécutive. Bah, tant mieux. Et pour les jouets des enfants, les PFAS et les perturbateurs endocriniens pourraient bientôt être interdits dans leur fabrication grâce à un règlement européen. Cool. Deuxième dilemme, Charlie, tu préfères que l'exploitation des grands fonds marins soit interdite ou que les sujets liés à la diversité, l'équité et l'inclusion soient de nouveau enseignés aux États-Unis ? Donc là, on est entre nature et culture, nature, éducation. Choix cornélien aussi. Bah là, je vais choisir la première, puisque les grands fonds marins, l'exploitation des grands fonds marins, ça concerne le monde entier, là où l'autre, ça concerne que les États-Unis. Je pense qu'il y a à choisir entre sauver le monde et sauver les États-Unis. Ordre de grandeur. Ouais, ordre de grandeur. Priorité. Il y a de l'espoir des deux côtés pour info, parce que fin avril, la Nouvelle-Calédonie, elle a adopté un moratoire qui rend inexploitable ces grands fonds marins pour 50 ans. C'est balèze, sachant qu'ils ont plein de matériaux, de métaux rares sous la surface. Donc c'est quand même assez audacieux. Et aux États-Unis, donc si l'administration Trump a tenté de stopper les enseignements évoquant diversité, équité, inclusion, des juges fédéraux ont invalidé récemment cette interdiction. Bah parfait, voilà. Ils sont forts. Les contre-pouvoirs. Exact. Check and balances pour les anglo-saxons. Troisième et dernière question, cette fois-ci c'est pas sur l'actu, mais sur le rap. Tu préfères, Vince, perdre tous tes anciens textes et toutes tes prods non publiés depuis tes débuts ou ne plus jamais réussir à écrire une punchline marquante ? Ah bah, je choisis direct la première. Franchement, même il y aura 2-3 textes, ce sera pas grave de les perdre. Même tant mieux, jetons-les à la poubelle. Non, il n'y a pas de galère. Je préfère avoir gardé mon super pouvoir pour l'avenir, encore une fois. Allez, on quitte les dilemmes de l'actu auxquels tu as répondu avec beaucoup de détermination. Bravo. Merci. Et on va entrer dans les dilemmes du rap français d'aujourd'hui. Cette dernière décennie, le rap a connu une sorte de... je l'appelais comme ça, c'est un peu pompeux, une victoire culturelle. En tout cas, tout le monde maintenant écoute du rap. Mais ça s'est payé par une certaine forme de commercialisation, d'industrialisation du genre. Et c'est pas tout. On sent aussi une certaine dépolitisation dans les textes, ce réflexe perdu par les sociales, racisme, vie de banlieue. Alors évidemment, c'est un grand ensemble et il y a des exceptions. Toi, comment tu vois tout ce phénomène et comment tu t'évolues vis-à-vis de l'industrialisation, de la commercialisation du rap ?
C'est une très bonne question. Vaste question. C'est une vaste question parce que déjà, il y a moi qui je suis pour aller dire aux autres ce qu'ils doivent faire déjà. Je suis personne pour aller dire toi, t'es pas assez engagé, etc. En plus, à niveau personnel, en effet. Toi, comment t'essaies de faire ton chemin, Ouais, être sur les bien plateformes sûr. ou pas? Tu en parlais avant l'émission. Bien sûr, moi je dirais déjà que ce qui m'a marqué dans le rap, c'est quand même un rap qui prend position, et la grande phrase de qui prétend faire du rap sans prendre position. Bah voilà, moi je pense que en fait, quoi que tu fasses, c'est une prise de position. Euh, Revendiquer la rue et dire c'est super bien de dealer, c'est une revendication. Tu as un impact sur la société en faisant ça. À toi de te questionner, est-ce que c'est ça que tu veux revendiquer? Il y a des artistes qui en parlent mais qui ne le glorifient pas. Pour moi, il y a beaucoup de différences entre parler d'un vécu et glorifier quelque chose, glorifier un mode de vie, etc. Donc déjà, il y a plein de choses qui ne sont pas pareilles. Il y a le fait effectivement de parler de tout sauf de ce qui se passe dans le monde. À un moment où peut-être il faudra en parler. Je pense que c'est à chacun de se regarder dans un miroir. Moi, il se trouve que j'ai besoin de prendre position parce que déjà, c'est le rap qui m'a marqué. C'est un rap qui est ancré dans mon ADN de rappeur. Et donc, même si évidemment, comme on l'a dit au début, j'ai pas envie d'être que connu Associé pour ça, à ça, ouais. que associé à ça, ça reste ancré, et donc c'est important pour moi de temps en temps de faire une piqûre de rappel, et que c'est aussi un vecteur de message, donc il faut pas le renier. Ça me fait penser, tu parlais on parlait du trafic tout à l'heure de drogue. C'est que Vald disait il n'y a pas longtemps, moi je suis pas responsable individuellement du fait que les gens fument de l'herbe, mais en tant que rappeur, on est collectivement responsable Mais bien de sûr. ce phénomène. Mais tout à fait. Et d'ailleurs, je veux dire, dans le morceau Asphalte, j'explique, je dis, je bois pas de sirop de codé, je connais les dégâts de la drogue, quelques tripes du speed et de la coke, j'ai vu des potes à 2 doigts de loader. Et comment je pourrais revendiquer, comment je pourrais plébisciter ce mode de vie? Je veux dire, je sais les dégâts que ça fait, et non, on peut pas mettre ça en avant. Après, j'ai déjà parlé de consommation de drogue dans ma musique parce que ça fait partie ça a fait partie de mon vécu, et qu'à un moment aussi faut parler de ça, mais encore une fois, il y a en parler, il y a le glorifier. Moi, je pense que le rap va peut-être influencer certaines conneries que j'ai pu faire. Bon, après, ça m'a pas tué non plus, donc voilà. On voit dans ton docu Arrêter le rap, la façon dont l'évolution du métier d'artiste et du métier de rappeur a beaucoup changé. Surtout, comment ça t'a impacté. La loi du marché qui exige d'être rentable, avoir du reach, faire du marketing. Aussi le collectif et le groupe qui devient davantage maintenant des carrières solo. Qu'il y a peut-être 10 ou 20 ans. Est-ce que le rap, c'est encore l'idéal que tu imaginais il y a une dizaine d'années quand tu as commencé? Non, déjà pas du tout, et je pense que peu importe le rêve qu'on a, on est obligé à un moment de tuer le rêve pour pouvoir le vivre. Genre, on dit tuer le père, moi je pense qu'il faut tuer le rêve, parce qu'en fait... Tuer Freud. Exactement. Non, mais parce qu'en fait, à un moment, on peut pas garder les yeux d'enfant qu'on a sur quelque chose et le vivre, parce qu'en fait on passe de l'autre côté du miroir, et que même un enfant qui rêve d'être footballeur, je pense que les footballeurs, je suis pas un expert de football, mais je pense que la plupart des footballeurs diraient n'en vis pas ma vie, quoi. Enfin, et même s'ils sont riches, même s'ils ont plein de choses, je pense que la pression et l'enjeu que ça enfin tout ce que ça implique, c'est pas si simple. Et la vie de rappeur, déjà il y a ça, il y a le fait que la vie d'artiste, l'instabilité que ça implique, que ça peut aussi impliquer pour les personnes qui partagent notre vie. Ça a plein de paramètres, et je pense que tout artiste pourrait en parler. Et au-delà de ça, effectivement, le rap a changé. Moi, l'idée que j'avais du rap, qui était un truc peut-être plus hip-hop au départ, un truc un peu plus du partage, d'un mouvement alternatif. Moi, quand j'ai commencé le rap, c'était pas quelque chose de super à la mode. Et t'as commencé à 13 ans? Ouais, c'est ça, j'ai commencé en 2005-2006, et ça avait pas encore, même si ça commençait déjà à être connu, et il commençait à se passer quelque chose. On est très loin de maintenant. En plus, on rentrait dans la crise de l'industrie musicale, du disque, etc. Donc c'était une autre époque, et moi je veux dire, j'ai commencé le rap à un moment où j'avais pas vraiment de plan de carrière. Moi, mon seul but, c'était en fait, je kiffe ça, je kiffe ça, donc je le fais, et c'est une passion, et avec qui j'avais envie de trouver d'autres gens avec qui partager cette passion. Là où aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de relations opportunistes, c'est un peu plus industriel. J'ai l'impression que finalement j'ai fui un système qui était un système comment dire, la vie active, le
de salariat, ces choses comme ça, avec des hiérarchies. J'ai l'impression d'avoir fui ça, mais de l'avoir retrouvé d'une autre manière dans le rap en fait. Donc c'est ça qui est dommage. Et c'est que vis-à-vis de ces évolutions du rap, alors sans tomber dans le c'était mieux avant, qui est toujours un peu dangereux et qui est une vieille passion nostalgique, surtout que maintenant le rap par exemple se féminise, il s'ouvre autrement. Mais si on met ça de côté, est-ce qu'on pourrait encore imaginer en 2025 par exemple des morceaux de 10 minutes sur le racisme, ou est-ce qu'on pourrait imaginer que la scène française se rassemble sur Gaza plutôt que chacun dans son coin? Est-ce que c'est quelque chose qui peuvent encore, tu penses, exister, ou c'est quelque chose qui désormais est quand même assez phagocyté? Non, moi je pense que tout peut exister. Je pense que tout peut exister et comme tu l'as dit justement, il y a plein de bonnes choses. Moi, je suis pas un nostalgique de comment c'était avant. Franchement, il y a plein de choses incroyables. Juste les cartes ont été rebattues et il faut jouer avec le jeu qu'il y a aujourd'hui. Mais oui, je pense que ça a encore sa place. Après, ce qui est sûr et certain, c'est que je pense le rap a un peu perdu de son message, a perdu de son essence originelle et que clairement le rap est devenu c'est devenu capitaliste et en fait j'ai l'impression qu'il a juste bougé sur l'échiquier politique et qu'il est passé un peu plus à droite là où avant il était peut-être plus à gauche. Il a jamais été complètement à droite ou complètement à gauche, mais voilà, en tout cas sur certains sujets je pense qu'il a un peu bougé et forcément il y a peut-être que le rap est moins sans essentialiser mais est moins concerné par certaines choses. J'ai entendu dans un de tes lives que tu n'étais pas à l'aise avec l'idée d'être qualifié de rappeur contestataire ou qu'on t'associe au rap conscient. Est-ce que c'est en effet le cas? Est-ce que tu préfères le terme de rappeur engagé? Comment tu te situes là-dessus? En fait, moi, j'aime juste qu'on dise que je suis un rappeur. Pas intersectionnel. Juste un rappeur. Je pense qu'on n'a pas besoin de trouver des qualifications médiatiques. Ouais, on n'a pas besoin de trouver des qualificatifs à d'autres rappeurs. Je sais pas pourquoi. Moi, on devrait m'en trouver un. Et en fait, la question qu'il faut se poser, c'est et je dédicace un groupe de Lyon, des frérots qui s'appelle ACS, à contresens, et qui ont eu un intitulé que je trouve assez beau, qui dit rappeur non désengagé. Et moi, je trouve que c'est même ça qui est plus juste en fait. C'est est-ce que finalement c'est pas les autres qui sont des rappeurs non engagés? Moi, je suis juste un rappeur. Ouais, tu renverses quelque part le stigmate. Ouais, je pense qu'il y a une question à se poser là-dessus. Ouais. Le rappeur non désengagé, ça me plaît bien. Tu fais pas mal de morceaux sans refrain, Vince, comme 7 juillet qu'on a entendu, avec des instrus sobres, des textes forts, un peu à l'ancienne quand même, on peut le dire, je pense. Est-ce que tu t'inspires de morceaux, est-ce que tu t'es inspiré pas forcément pour ce morceau-là, mais de morceaux comme Demain c'est loin d'Ayam, Deux issues de Kerry James, Manifeste de Shuriken, est-ce que c'est dans tes grosses refs? Manifeste, c'est marrant parce que j'ai fait un morceau qui s'appelle Manifeste et qui a repris le sample de morceaux de Shuriken et du coup c'est une petite dédicace, etc. Mais pour être honnête, oui, j'ai écouté, mais c'est pas le rap qui m'a le plus influencé, puisque je suis quand même d'une deuxième génération. J'ai beaucoup plus été influencé par Rof, Cynic, Booba, Psychiatre de la Rime, La Funky Family, Jeff Lener, La Secret Connection, Kenny Arcana, j'en oublie plein, Cool Chain, Salif. Cool Chain qui est arrivé dans une deuxième phase où il était moins NTM et un peu plus en solo, et du coup il a fait des feats qui ont fait qu'on l'a redécouvert sous un autre jour, mais voilà, c'est plus cette génération là qui m'a marqué, donc, mais évidemment ça reste là quoi, c'est partie d'identité. On arrive à la fin de l'émission, Charlie, déjà, et normalement c'est le moment où je prends ma boule de cristal pour imaginer tes vies futures, mais au téléphone je t'ai proposé d'envoyer valser le futur pour rester ici, bien ici, avec un de tes sons sortis il y a quelques semaines, Faut que je bosse, et si ça te dit, on s'est mis d'accord avant l'émission donc ça devrait te dire, tu peux rapper sur ce morceau qui est sorti il y a quelques semaines seulement. Avec plaisir. Allez, on y va. J'ai mal au cœur, des idées noires quand je m'endors. J'ai dit j'arrête, alors pourquoi j'ai frites encore? L'envie m'a dit garde la pêche, comme le mec a écrit dans mort. Vers un studio, on retourne. À trop me chercher, parfois je m'égare, je suis sur le droit chemin, encaisse bêta. Je rêve qu'on assiège l'état, qu'on prend le gâteau, qu'on se lèche les doigts. L'avenir devant, l'accès je l'ai pas. Porte fermée, je passe par les toits. Faudra pas venir pour le trophée si t'es pas là quand ça se péta. Comme toi j'ai peur d'échouer, mais comme toi je dois faire des choix. J'ai des potes en teuf sous Keta, d'autres en bas de la tour en quechua. Moi je me déglingue après le show, 2-3 gars qui me disent toi t'es chaud. Ouais je suis chaud, même si je chaud, c'est pas ça qui me rapporte quelque chose. Vie ta plus belle avec du flouze. Je peux parler d'elle qu'avec du blues. Proche des tu tous, grossette tu tous. Je compte sur mes bourses, fuck celle du cruise. Faut que je bosse, faut que je bosse. Devine qui encaisse, devine qui empoche. Mes refs dans la caisse, skinette dans un coffre. Ouais c'est hoche, faut que je bosse.
J'ai mal au cœur, des idées noires quand je m'endors. J'ai dit j'arrête, alors pourquoi j'ai fait? J'ai mauvaise mine, je commence à m'inquiéter. Dopamine, j'ai du mal à sécréter. Ancien Lurgy ouvre des boutiques de CBD. Je défends mon bif comme un gueumé de la CGT. On fait la paix avec des bombes, j'ai du sarcasme et du mépris. J'écris comme si je réglais des comptes. J'ai signé des contrats, j'ai jamais serré des pompes. J'fuck les choses sur ce chantier, la vie c'est mieux avec des tongs. Les fachos veulent que je nique ma race. Si je vois une affiche de Marine, je la... À cause d'eux, j'ai des ancêtres qui sont morts. Donc pourquoi je perdrais mon temps à leur expliquer qu'ils ont tort? Je nie même si j'ai mes torts, je pense comme si j'étais 10. Je vis comme si j'étais mort, je dépense comme si j'étais riche. Avec des lettres j'ai fait des chiffres. J'étais jeune et chétif. Pour grandir j'ai bu de la soupe et j'ai mangé des gifles. J'ai mal au cœur, des idées noires quand je m'endors. J'ai dit j'arrête, alors pourquoi je l'effrite encore? L'envie m'a dit garde la pêche comme le mec a écrit en mort. Faire un studio, on retrouve bien. Faut que je bosse, faut que je bosse. Devine qui encaisse, devine qui empoche. Mes refs dans la caisse, skinhead dans un coffre. Ouais c'est hoche. Faut que je bosse, faut que je bosse, faut que je bosse. Devine qui encaisse, devine qui empoche. Mes refs dans la caisse, skinhead dans un coffre. Ouais c'est hoche. Faut que je bosse. Et il a bossé, le Vince, il a bossé pour ce magnifique texte. Et tu bosses d'autant plus que ça, c'est donc un single qui est sorti il y a quelques semaines. Tout à fait. Mais qui pourrait peut-être intégrer un projet plus large dans les prochains mois. Ouais, exactement. Après, là, c'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'évidemment, j'ai un projet qui est en cours. Et là, l'objectif, déjà, c'est de revenir, parce qu'effectivement, il y a un an, j'ai sorti un docu qui s'appelle Arrêtez le rap. Donc, déjà, allez le voir. Voilà, n'hésitez pas à aller le voir. Effectivement, si vous voulez comprendre l'histoire, et voilà, et je trouve que c'est intéressant, ça donne des clés de compréhension. Et du coup, l'idée, c'est un petit peu de redire au fait, je suis là, je suis pas parti totalement. Voilà, exactement. Et puis, on va reconstruire tout ça, mais il y a un album que j'ai hâte de faire découvrir. Ouais. 10 minutes pour sauver le monde, 3e épisode, Rideau. Merci beaucoup Vince, merci Charlie d'être passé nous voir au micro de So Good. On retrouve donc tous tes singles, tes EP, tes albums sur les plateformes d'écoute. Avant de nous quitter, est-ce qu'il y a un mot que tu veux dire, peut-être éventuellement d'un concert ou d'un projet? Tu nous parlais déjà de ton projet peut-être d'album. Est-ce qu'il y a des concerts de prévus? Pas tout de suite, un peu plus tard. Si, alors je sais pas si quand ça va sortir exactement, mais le 31 mai au Point éphémère, voilà, à Paris. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Et puis sinon, rendez-vous le 15 juin pour la sortie d'un prochain morceau. Voilà, petite info. Allez, c'est noté dans le calepin. Merci encore Vince. Et puis merci à Eleanor Terry, Victoria Lemaire et Yago Ducardone d'Ocampo pour la préparation, ainsi qu'à Marc Limy et Sullivan Clabo pour la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! 10 minutes pour sauver le monde.